partager votre regard. Il a été notamment évoqué un changement de paradigme et de culture lié au RGPD, dont nous allons parler à présent lors de cette première table ronde. Une courbe d'apprentissage des entreprises également, qui prennent la mesure des enjeux. On va l'évoquer concrètement avec les intervenants de la première table ronde, qui est animée par Monsieur Maître Olivier Iteanu, vice-président d'Exatrust, que j'invite à me rejoindre. Alors, cher Olivier, Maître Iteanu, donc spécialiste de ces questions numériques, vice-président d'Exatrust, on va évoquer donc avec toi et tes invités la thématique du règlement général de la protection des données le jour d'après, seulement quelques jours après ce 25 mai. Qu'en est-il aujourd'hui? Que peut-on dire des entreprises? Est-ce que la mesure est prise? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Et puis, il y aura également ce sujet du Cloud Act adopté par le Congrès américain qui, on peut le dire, en terminologie et puis en concordance de temps, tout cela a de quoi effectivement nous interpeller. Olivier, les débats sont à toi. Merci Mélanie, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, le RGPD le jour d'après, je crois que c'est le titre exact de notre RGPD le jour d'après, c'est bien ça. Donc effectivement, il s'est passé quelque chose le 25 mai. C'est pas un bouleversement, comme vient de le dire Clémence Scotez. La Tour Eiffel est toujours à sa place. On sait aussi maintenant, depuis que Clémence est passée, que la CNIL était robuste. Vous l'avez vu, hein, après un petit incident, elle est bien repartie. Jean-Noël de Galzin, le président d'Exatrust, a parlé de numérique éthique. Je crois que c'est tout à fait l'esprit dans lequel il faut aussi voir le RGPD, parce que je ne pense pas qu'il y aura de confiance, qu'on pourra perpétuer cette transformation, ce déplacement de toutes les populations autour sur les réseaux numériques, sans un minimum de confiance. Et puis, il y a quand même un contre-discours qui, de temps à autre, comme ça, surgit. Il y a quelques semaines, au moment où l'Assemblée nationale et le Sénat discutait du projet de loi CNIL 3, on avait un philosophe, Gaspard Koenig, qui se répandait sur sa volonté de voir les données personnelles devenir un bien comme un autre, un bien dans le commerce juridique, ce qui était une erreur fondamentale. Et puis récemment encore, un philosophe et ancien ministre, Luc Ferry, pour ne pas le citer, dans le Figaro, qui a publié une tribune, le RGPD, point d'interrogation, une colossale erreur, point d'exclamation. Bon, le 30 mai, en l'occurrence, je pense que la colossale erreur, c'est son analyse. Car d'abord, il est père de famille, comme beaucoup d'entre nous, citoyens, consommateurs, salariés. Et je crois qu'il est intéressé à ce qu'une réglementation de ce type, au niveau européen, prospère. Ensuite, parce qu'il faut, comme l'a dit à l'instant Guillaume Poupard, limiter, je synthétise, les appétits d'ailleurs légitime, de ces grandes entreprises digitales qui cherchent effectivement de plus en plus de profits, de plus en plus. Et c'est le moteur de nos sociétés, on ne conteste pas ça, mais il faut quand même réguler un certain nombre de ces comportements. Et je ne vois pas comment les choses pourront se faire sans une réglementation étatique. Hein. Même aux États-Unis, il y a des lois de temps en temps. Hein. Et puis, enfin, les pouvoirs de décision, pas enfin, mais aussi les centres de décision. Ça, c'est quand même un problème pour l'Europe, sont ailleurs. Et on peut voir des tas de conséquences pratiques à cette situation, y compris, et ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, voir beaucoup de nos jeunes qui aujourd'hui quittent les vieux pays européens pour aller chercher des emplois, une carrière, là où sont les centres de décision. Ça c'est quand même un problème, je crois, majeur, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Le RGPD, c'est quoi? C'est finalement, effectivement, on a perdu la bataille des technologies probablement, peut-être des usages, c'est vrai, mais il y a quelque chose qui intéresse et les Américains et les Chinois, c'est les 500 millions de consommateurs. Ça les intéresse beaucoup, à telle enseigne que lorsque le RGPD est entré en vigueur il y a 2 ans, en mai 2016, les premiers qui ont annoncé qu'ils étaient conformes, alors que c'était impossible, c'était les grandes entreprises du digital américaines. Alors, ils ont fait de la communication à tout va, y compris en interne vis-à-vis de leurs employés, en disant on est conforme quand ce n'était pas possible. Et donc, ils sont très intéressés à ces 500 millions de consommateurs. Et c'est à nous de décider, finalement, quelles sont les conditions d'accès à ces 500 millions de consommateurs, quelles sont nos valeurs et comment elles doivent être respectées. Et je crois que c'est ça le RGPD. Alors, la manière dont on va en parler aujourd'hui, puisque maintenant il est là, ça ne se discute plus, et la colossale erreur, et pour reprendre le terme de
du ferry, elle est en place. Il y a quelque chose de changé, c'est ça qu'on va essayer ensemble, au travers des organisations qui sont représentées aujourd'hui, essayer de comprendre ce qui s'est passé donc ce 25 mai 2018. Pour en parler avec nous, à ma droite, Odile Ambry, qui est directrice de l'agence Toxin, présidente d'honneur de l'ISOC France, le chapitre français de l'Internet Society. On est collègues, effectivement anciens, et cofondatrice d'une initiative dont on va probablement parler parce que ce sera probablement la première action de groupe, la vraie, c'est-à-dire celle qui va saisir les tribunaux, qui s'intitule e-Bastille. À ses côtés, Emmanuel Cauvin, qui est un DPO externe. Voilà, c'est dans cette qualité qu'il est présent aujourd'hui. Il travaille au sein d'un certain nombre d'organisations et il représente aujourd'hui l'Association française des correspondants à la protection des données personnelles, la FCDP, qui a regroupé les CIL. Et est-ce qu'il y a un changement d'ailleurs de dénomination prévu ? Non, d'accord, ok. Mais bon, c'est toujours, le DPO d'une certaine manière est un correspondant aussi, on va dire. À sa droite, Cédric Prévost, directeur de la sécurité des offres cloud, Orange Cloud for Business. Et Orange, qui est un partenaire de la journée, que je remercie. Christine Poirzon, directrice du programme RGPD Société Générale. Bonjour. Et enfin, François-Xavier Vincent, Chief Information Security Officer et Data Protection Officer, DPO interne de la société Woodrive. Alors moi, je dirais que la première question, on a déjà un peu de recul finalement, puisque je disais que le RGPD est entré en vigueur il y a 2 ans, et entré en application il y a 10 jours, c'est ce qui a été dit. Et depuis 2 ans, tous ceux qui sont ici autour de cette table ont participé à leur manière et à leur façon à la mise en conformité de leurs organisations, ou ont préparé un certain nombre de choses en vue de cette mise en application. Et donc ma première question, c'est est-ce qu'il y a déjà quelque chose, un premier enseignement, quelque chose qui vous a marqué, qui fait que le RGPD est déjà entré finalement dans la vie de vos organisations. Je commence par vous, Madame Poirzon. Société Générale, une très grande banque française et internationale. Qu'est-ce qui vous a marqué sur ces 2 dernières années ? Bonjour, donc Christine Poirzon. Alors ce qui m'a profondément marqué, c'est qu'on a très rapidement s'est mis sur le sujet dès la mise en œuvre, quelque part, dès mai 2016. Nous avons pris connaissance de cette réglementation. Et je tiens aussi à préciser qu'en fait, je suis aussi Chief Data Officer adjoint pour le groupe Société Générale. Et donc, en fait, c'est le département des données en fait, du groupe, en termes de stratégie des données, qui a été, avec le département de conformité, les 2 premiers acteurs de la banque à se dire il y a une révolution qui est en marche et il faut absolument que le groupe soit prêt pour mai 2018. Donc en fait, c'est et les données et la conformité qui se sont dit il y a un changement qui va arriver dans quelques mois. Voyons comment nous allons prendre le sujet. Et très vite, nous avons été voir le COMEX de notre grande entreprise. Et le COMEX a tout de suite vu qu'il y avait, au-delà de cet aspect de conformité, de stratégie donnée, un enjeu encore plus fondamental qui était la relation client. Et en fait, Frédéric a annoncé que le sponsor exécutif du programme serait Bernardo Sanchez-Incera, qui a quitté il y a quelques jours le groupe, mais qui était responsable du retail en France, à l'étranger et des services financiers. Et donc là, l'idée était d'avoir quelque part, au niveau de la direction générale, à la fois le business, la conformité et les données, puisque je fais partie du département ressources qui reprend l'infrastructure, les données, les services mutualisés et l'innovation, ensemble, pour pouvoir appréhender ce nouveau règlement qui, finalement, n'est pas simplement un sujet légal, n'est pas uniquement un sujet de sécurité, n'est pas uniquement un sujet de relations clients, mais en fait, c'est bien la force de tous ces acteurs mis ensemble qui peuvent permettre d'appréhender la totalité du règlement. Donc ça, c'était le premier enseignement, c'est la prise de conscience très tôt de l'importance d'avoir une mutualisation des expertises autour de la table pour pouvoir réussir cette mise en œuvre du programme. Le deuxième enseignement que je vois, c'est le facteur temps par rapport à cette mise en œuvre. Certes, 2 ans, c'est beaucoup, et en même temps, ça passe vite. On est déjà post-25 mai. Et on a des sujets
beaucoup de sujets à adresser. On va de la remise à niveau des contrats de l'ensemble de nos fournisseurs, que ce soit de la remise à niveau de l'ensemble de documentation client, que ce soit la mise à niveau de notre parc applicatif par rapport à certaines règles de sécurité, les mises en œuvre de dispositifs pour l'exercice des droits des individus, que ce soit nos clients et nos collaborateurs. Donc énormément de chantiers, certains avec des échéances de temps qui nous ont permis d'être en conformité pour le 25 mai, d'offrir à nos clients l'expérience que nous souhaitions par rapport à l'exercice de leurs droits. Et puis on a d'autres chantiers qui... je pense notamment à la portabilité, où le facteur temps va aussi jouer un petit peu, puisque quand on lit le G29, il y a bien une idée de mise en place de solutions aussi intersectorielles. Et, on a des discussions, certes, avec la FBF, mais si on veut exploiter l'opportunité de la profondeur, de la portabilité, on voit bien que c'est intersectoriel qu'il faut aussi réfléchir. Et sur ces sujets-là, on voit que 2 ans, c'était très très court pour pouvoir appréhender, par exemple, ce sujet. Donc le facteur temps, indispensable. Et puis je dirais aussi l'engagement et puis quelque part la cible. Très vite, Société Générale, nous n'avons pas pris le parti de faire un gap analysis, un état des lieux de là où on en était par rapport au règlement et de se dire comment on va travailler en delta. Ce n'est pas du tout l'approche que nous avons eue. On a eu une approche de définition de notre cible. Comment on veut que le RGPD s'intègre dans l'entreprise, comment on veut que ça ait une conséquence sur la relation client en termes de stratégie digitale. Et donc, en fait, on a défini notre cible. Notre cible, pour être conformité, mais mettre au-delà de la conformité par rapport à une expérience client dans un monde digital. Qu'est-ce que l'on doit apporter pour pouvoir redonner le contrôle à nos individus qui sont nos clients et nos collaborateurs pour qu'ils puissent reprendre le contrôle de leurs données. Et donc, c'est dans cette démarche-là, donc pas une démarche, je dirais, classique, on fait un état des lieux par rapport à l'ensemble des points des exigences réglementaires, et puis on met un plan d'action. Non. La réflexion au niveau du groupe, ça a été de se dire où est-ce qu'on veut aller, à quel horizon de temps, pour pouvoir transformer en profondeur par rapport aux attentes de nos clients. Alors, pourquoi cette démarche ? Parce qu'en fait, en tant qu'établissement bancaire, on est déjà un vieux métier de la donnée. Alors, il est évident que la donnée, c'est le cœur de notre activité. Vous voulez faire un crédit immobilier, on a besoin de données pour faire l'évaluation de votre solvabilité. On a besoin de données pour analyser les risques, puisque nous sommes des établissements hyper régulés, et donc on a besoin de faire énormément d'analyses de risques par rapport à des risques de crédit, des risques de taux, des risques de marché, mais il y a aussi des risques opérationnels, il y a beaucoup de données qui sont dans nos activités. Donc on est quelque part une vieille industrie de la donnée, si j'entends ça, puisque nous avons quand même un établissement de plus de 150 ans, donc nous sommes un établissement déjà sur la place depuis longtemps. Pour nous, la donnée, comme les actifs financiers que nos clients nous confient, font de nous quelque part un tiers de confiance sur le marché. Et donc, il est indispensable que ce capital tiers de confiance que nous avons, toutes les études le montrent, un Français ou même un Européen aura beaucoup plus de confiance dans sa banque à confier ses données personnelles à son banquier que de confier ses données personnelles à un acteur récent du numérique par rapport à l'utilisation qu'il va en faire, parce qu'il voit bien la finalité de confier en fait des informations relatives à son patrimoine financier quand vous voulez avoir un crédit. Et donc pour nous, c'était indispensable qu'on puisse capitaliser sur ce capital confiance, l'enrichir, le renforcer. Et donc très très vite, ça a été pour nous notre fil directeur par rapport à l'établissement de notre cible et de notre programme. Très bien, c'est très complet. Donc mutualisation des expertises, portabilité, c'est la deuxième fois que le mot est portabilité des données. C'est effectivement un mot important. La relation client, transformation d'entreprise et une entreprise, vous avez dit, hyper régulée. Orange finalement ressemble beaucoup à la Société Générale. Évidemment, vous êtes aussi une grande entreprise, vous êtes aussi régulé, moins probablement que les banques.
mais en tant qu'opérateur, vous êtes fournisseur de services numériques, on va dire. Donc vous, votre vision de ces 2 années passées, ce qui vous a marqué sur cette phase de démarche de mise en conformité? Je ne sais pas si on est beaucoup moins régulé en tant qu'opérateur de télécommunications que les banques possiblement, mais en tout cas, on a quand même pas mal aussi de réglementations qui s'imposent à nous, dont notamment la loi de programmation militaire, le paquet télécom, et notamment dans ces éléments-là, comme les services de cloud que propose Orange, en fait, sont utilisés par le groupe aussi pour un certain nombre de services fournis à nos clients. Eh bien, en tant qu'opérateur, on devait déjà appliquer pas mal des exigences qui étaient incluses dans le RGPD, en tout cas qui ont été étendues aux différentes entreprises dans le RGPD. Donc on a, on va dire, un historique avec de nombreuses de ces exigences qui nous a facilité, on va dire, en tout cas la mise en conformité globale. Ce qu'on a constaté, et pour nous et vis-à-vis de nos clients, parce qu'en fait, on a vu depuis début 2017 qu'on a de nombreux de nos clients qui se sont tournés vers nous justement en anticipant le fait qu'on avait cette expertise, qu'on avait probablement au niveau du groupe Orange acteur de confiance quand même dans l'écosystème numérique européen et national. Ben voilà, ils sont tournés vers nous pour voir en quoi on pouvait les aider. Et ce qu'on a constaté, c'est il y a principalement 2 éléments. Déjà, la mise en conformité RGPD, c'est pas un effort one shot, c'est très clairement tout un voyage. Il y a tout l'ensemble des process de l'entreprise ou des institutions qui sont à intégrer, qui sont à transformer, qui sont à mettre à niveau. Il y a déjà un élément de base, et ça on a vraiment pu le constater globalement vis-à-vis de nos clients, c'est que l'élément de base, c'est la maîtrise des données. Et en fait, la maîtrise des données, ça paraît tout bête parce qu'on est soumis à la loi pour la protection des données depuis 78, la directive de 95. Et en fait, il y a encore de très très nombreuses entreprises, et pas que des petites entreprises, qui maîtrisent très très mal leurs données. Et d'ailleurs, on a un des premiers soutiens qu'on faisait en entreprise, c'était globalement la cartographie de leurs données, et surtout de leurs données non structurées. Parce que les données de type messagerie ou ce genre de choses... Un service que vous offrez. Services sur lesquels on a aidé les entreprises et sur lesquels on les aide toujours. On peut les aider sur tout le cycle RGPD. Notamment, la première étape, c'est en fait déjà connaître ces données. Et la connaissance des données, on a vu très très souvent qu'elle était très mauvaise dans de nombreuses entreprises. Donc cet accompagnement-là était vraiment essentiel, et c'est toute cette transformation sur laquelle, je trouve, sur les 2 dernières années, la prise de conscience a été progressive. Ça s'est complètement accéléré sur ces derniers mois. Depuis 6 mois, on fait à tour de bras des assistances justement et des soutiens vis-à-vis de nos clients autour de l'accompagnement RGPD, de la mise en conformité, tout le parcours RGPD. Mais très clairement, la transformation des processus est un élément majeur, parce que non seulement il faut le faire évidemment une fois pour être conforme, mais en fait le RGPD, il faut être conforme au 25 mai, puis maintenant il faut toujours y être conforme, puis demain il faudra toujours. Et donc en fait, il y a un travail récurrent, régulier de maintien en conformité qui est essentiel. Et si on ne veut pas que l'effort majeur qu'il a fallu faire pour être conforme au 25 mai, eh bien on le reproduise tous les 3 mois, ou on le reproduise quand il va y avoir des évolutions de législation, parce que ne nous l'aurons pas, va y en avoir. On a pu constater à peu près sur les 10 dernières années qu'il y avait une évolution de législation sur la protection des données presque tous les ans. Donc il va y avoir des évolutions très régulières. Si on ne veut pas avoir à faire un effort important, il faut faire ça, et il faut le faire sur toutes les couches de données. Il faut les faire évidemment sur les données d'infrastructure, il faut les faire sur les couches de services qu'on fait, c'est-à-dire toutes les couches applicatives, et cette partie-là est évidemment cruciale. Et sur ça, certains aspects, dont la maîtrise des fournisseurs, deviennent des éléments clés. Et je pense qu'il y a une évolution majeure qui va arriver avec le RGPD, c'est qu'elle va progressivement amener les entreprises, quelle que soit leur taille et quelle que soit la complexité de leur process, à s'appuyer sur des fournisseurs de confiance en termes de protection des données. Et ça va être un élément majeur, ça va être un game changer, je pense, globalement, on aura l'occasion d'en reparler. Et ça va se faire progressivement, mais ça a déjà commencé. Alors, vous avez complètement raison. Je dirais que cette mécanique-là, qui font que des grands donneurs d'ordre demandent la mise en conformité de ce qu'on appelle dans le RGPD leurs sous-traitants, donc vous avez dit leurs prestataires, est un des moteurs, à mon avis, qui est probablement plus important que celui que la peur du gendarme ou la peur de la CNIL. François-Xavier, donc un RSSI DPO, d'abord ça c'est... Bon, c'était pas gagné d'avance. Le CLUSIF a monté un groupe de travail sur RSSI DPO qui marche bien, et c'est une fonction dans l'entreprise qui est très demanderesse
de devenir DPO. Et en plus, à la différence de nos deux précédents intervenants, Woodrive, une société technologique bien connue, on va dire une PME ETI, hein, vous êtes après cette taille. Or, le RGPD n'a pas été fait, enfin plutôt il a été fait pour tout le monde, hein, qu'on soit un petit artisan ou une entreprise à la bourse de Francfort ou de Paris. Et donc, vous, évidemment, vous avez engagé une démarche de mise en conformité. Est-ce que ça n'a pas été trop lourd? Qu'est-ce que vous en retenez après 2 ans? Oui, c'est vrai. Donc, pour le contexte, ceux qui ne connaissent pas forcément, Woodrive, c'est un groupe un petit peu plus petit, un peu plus jeune que l'ASG et Orange. 400 personnes, donc évidemment pas les mêmes ressources. Ça fait moi, j'ai fait 4 mois que je suis chez Woodrive, et ça fait à peu près 1 an que Woodrive réfléchit sérieusement au sujet, et fait plus que réfléchir, parce que le positionnement, c'est quand même la gestion de la donnée sensible dans le cloud souverain européen. Donc, quelque part, c'est des notions de gestion respectueuse de l'information, c'est un peu au cœur de l'ADN de l'entreprise. Voilà. Donc, ça fait à peu près 1 année que le marketing a commencé à en parler, pas seulement en interne, mais aussi pas seulement en externe, mais aussi en interne. Mais il ne faut pas uniquement que ce soit un discours commercial, c'est également, ça doit refléter une réalité dans l'entreprise. Donc, depuis un certain temps aussi, les équipes de développement sont sensibilisées au privacy by design. Voilà, toutes les équipes, depuis à peu près 1 année, gentiment commençaient à se pencher sur le sujet avec un certain niveau de confiance sur le fait qu'on était déjà respectable sur le sujet. Après, donc, il y a 4 mois, on a décidé d'accélérer sur le sujet. Donc, moi, je suis arrivé comme, en effet, directeur de la cybersécurité, et on a jugé que le positionnement directement rattaché au président était pertinent pour être également DPO. Je travaille bien sûr étroitement avec le service juridique, mais c'est donc la décision qui a été faite pour accélérer et avoir les ressources et l'indépendance nécessaires. Parce que c'est vrai qu'on peut penser à ce conflit potentiel d'intérêt entre RSSI et DPO. Après, ça dépend de ce que fait le RSSI. Sachant que moi, en gros, j'ai défini la loi et je la contrôle, mais je ne la mets pas en œuvre. Donc, il y a cette indépendance saine entre les 2 sujets. Donc voilà, il y a à peu près 4 mois, on s'est dit on va accélérer sur le sujet, mais tout seul, on n'arrive pas à grand-chose. Moi, j'étais nouveau dans l'entreprise, et même si je n'étais pas nouveau dans l'entreprise, je pense que c'est au plus près des métiers que doit se traiter le sujet. Donc, on a réfléchi à comment faire. On a mis en place une gouvernance à base de Privacy Champions, en français dans le texte, hein, comme DPO, pour avoir dans chaque département un relais, qui n'est pas forcément le directeur ou quelqu'un très haut placé hiérarchiquement, c'est quelqu'un qui connaît bien son département et qui a suffisamment de poids, de légitimité vis-à-vis de ses collègues pour faire passer les messages. Donc ce relais a été formé, on a fait une formation des champions, on a une 20aine de champions quand même, c'est pas mal. On a formé les champions avec donc, une aide externe pour qu'ils connaissent bien leur mission. Ils ont réalisé leur registre de données. Ils ont été très, très zélés. On a plusieurs dizaines de fiches de registre. Donc là, on est en phase de consolidation parce qu'on nous a expliqué que c'était peut-être un petit peu trop détaillé. Donc on a cette gouvernance en place, cette sensibilisation, non seulement au niveau des champions, mais également des différents départements, de la direction. On a mis en place nos registres. Il y a également tout l'aspect contractuel. Parce qu'évidemment, ça fait un certain nombre de semaines que nos clients nous disent « Alors, démontrez-nous que vous êtes conforme, êtes-vous bien conforme, faites-moi un papier comme quoi vous êtes conforme. » Voilà, c'est un chemin, ce n'est pas un état, la compliance, on y va tous ensemble. Et bon, ce qu'on a fait, les trucs de base, on a mis à jour nos clauses contractuelles, on a fait des avenants, on a fait également une charte pour les fournisseurs. Donc on se comporte nous-mêmes vis-à-vis de nos fournisseurs comme nos propres clients se comportent vis-à-vis de nous, ce qui est naturel. Après, il y a des négociations. J'en parlerai après, mais parfois certains abusent de ce prétexte pour essayer de glisser des clauses qui ne sont pas forcément directement liées au RGPD. Voilà. Ça arrive, en mode furtif, exactement. Voilà, donc c'est un chemin qu'on a bâti tout ensemble. Le gros intérêt que j'ai vu, c'est que finalement, ça n'a pas été vu comme une contrainte administrative, il y a vraiment eu un enthousiasme dans l'entreprise vis-à-vis des différents champions. Alors c'est peut-être que le mot était bien choisi du point de vue marketing, mais en tout cas, les gens se sont pris au jeu, sont venus vraiment des vrais relais, des vrais points d'expertise qu'on bâtit modestement dans chaque département. Et voilà, on a cette gouvernance en place qui fait qu'on avance tous ensemble, on se réunit tous les mois pour en parler, et ça a vraiment créé un process au travers des différents silos qui peuvent se bâtir dans une entreprise. Merci. Emmanuel Cauvin. Donc Emmanuel, toi tu es DPO externe, donc
une vision peut-être un peu plus circulaire, bon, puisque tu voles d'organisation en organisation. Tout à fait. Donc, oui, je vais te passer mon micro. Et donc, la même question, finalement, qu'est-ce qui t'a marqué sur ces 2 dernières années? Oui, je vais commencer par une petite anecdote, mais qui est très significative à mon avis, si on regarde le passé, si on essaie d'en tirer des leçons, surtout, c'est ça qui est important. C'est une PME qui commercialise des biens physiques, imaginez des crayons Bic, qui reçoit 5 courriers combinatoires de ses clients, lui disant « Vous êtes mon sous-traitant en matière de données personnelles », ce qui n'est absolument pas le cas, évidemment, et donc je vous demande de signer la convention, l'annexe, etc. Bon. Ce que je voudrais retenir de ces derniers mois, c'est, je dirais en particulier à partir de septembre 2017 environ, une sorte d'emballement. Je ne parle pas de l'aspect médiatique, ça c'est pas tellement mon cheval de bataille, une sorte d'emballement, de fébrilité dans les entreprises, évidemment une fébrilité qui a culminé ces dernières semaines à propos du RGPD. Et je voudrais proposer une explication à ce phénomène quand même étonnant qu'on a tous vécu. Hein. Il faudra un jour faire une sorte de bêtisier de la mise en place du RGPD. Une explication là-dessus qui n'est pas forcément très, très optimiste, mais qui sera optimiste si on sait en tirer les leçons. Je pense que, à titre tout à fait personnel, mon propos n'engage pas la FCDP, que les gens qui ont fait le RGPD partaient d'un postulat. C'était, donc on est en 2011-2012, hein, rappelez-vous la première version en janvier 2012 si je me souviens bien, c'est que grosso modo, les entreprises, les organisations étaient conformes à la directive 95-46. C'était le postulat. Un postulat, je m'empresse de préciser, parfaitement naturel et légitime. La loi est là pour être respectée. Nul n'est censé ignorer la loi, c'est la loi, et donc tout le monde, grosso modo, la respecte. Si je suis dans cette logique, effectivement, le RGPD, c'est quoi? C'est un changement de version. Hein, ça a déjà été dit ce matin, c'est tout à fait exact. On garde les mêmes concepts, données personnelles, avec quelques précisions, c'est la même chose. Responsable de traitement, sous-traitant, on est absolument dans la continuité, avec un renforcement. On passe de la version 1 à la version 2, donc on met une exigence supplémentaire sur le consentement, on inclut les sous-traitants dans la sphère de responsabilité directe. Bon, ce n'est pas une révolution. On crée l'accountability, l'obligation de rendre des comptes. Mais l'obligation de rendre des comptes, finalement, c'est l'obligation donc d'être capable de démontrer qu'on est conforme. Puisque grosso modo, tout le monde est conforme, le fait de devoir le prouver, ce n'est pas une révolution. Je pense que ce postulat, il faut le regarder froidement, ce postulat était faux. Ce n'était pas le cas. Voilà. Bien sûr, je mets de côté les grandes organisations qui ont toutes depuis 10 ans ou 20 ans un CIL, un correspondant informatique et liberté, une politique, une gouvernance, etc. Je mets de côté évidemment toutes les PME qui avaient désigné un CIL, un correspondant informatique et liberté. Je parle d'un vrai correspondant informatique et liberté, pas un cache-misère. Hein. Donc à la FCDP, on sait très bien faire la différence entre les deux. Un vrai correspondant informatique et liberté qui, grosso modo, depuis 10 ans, 15 ans, faisait son boulot. Voilà, je pense que nous avions, à ce moment-là, toute une partie du tissu économique français qui s'était à peine ou un tout petit peu intéressé au sujet. Et là, effectivement, quand on arrive avec un point de départ très bas, voire zéro, aborder le sujet de la protection des données personnelles pour la première fois avec le RGPD, c'est juste la face nord de l'Everest. Et là, on se retrouve devant, et je pense que c'est une des raisons, sans doute pas la seule, qui explique ce sentiment de panique que moi j'ai connu, j'ai vécu dans beaucoup d'entreprises, parce que effectivement, le sujet, quand on l'aborde pour la première fois avec le RGPD, c'est un peu paniquant. Alors, pour terminer, je pense qu'il faut en tirer une leçon pour l'avenir. Cette leçon, c'est la suivante, c'est tous ensemble, nous sommes tous des acteurs de la conformité. Il y a la CNIL, mais nous, en tant que DPO externe, nous sommes tous des acteurs de la conformité, hein, personne n'est réellement responsable. Nous devons voir la réalité en face.
y compris si cette réalité n'est pas très agréable. Parce qu'effectivement, si je me mets du côté du régulateur ou même des CIL, en 2012, se dire qu'on a loupé une partie de la cible, pas la totalité bien sûr, vous m'avez compris, mais une partie de la cible, ce n'est pas un constat qui fait chaud au cœur. C'est un peu un constat d'échec. Voilà, donc pour l'avenir, sachons simplement regarder la réalité en face, et y compris quand cette réalité n'est pas forcément très agréable. C'est l'explication que je voulais proposer à ce sentiment un peu de fébrilité qu'on a connu dans les entreprises ces derniers mois. Merci pour ce témoignage, c'est intéressant. Puis tu as dit quelque chose en introduction qui, je crois, est importante, c'est que le monde n'est pas divisé qu'entre responsables de traitement, sous-traitants et personnes concernées. Il y a une définition de tiers au règlement qui peut, alors c'est évidemment des oiseaux rares, mais être totalement en dehors, ils sont tiers du RGPD, sans contact avec aucune donnée personnelle, ça peut arriver. Un cas, j'ai en tête d'une entreprise qui édite des logiciels de supervision d'infrastructures et qui livre on-premise, qui n'a pas de système de prise en main de son système et qui s'est organisé de telle façon, en tout cas c'est ce qu'elle prétend, à être tiers au RGPD, c'est-à-dire ne pas être concerné, en tout cas par les traitements qui sont consécutifs à l'utilisation de son logiciel. Donc pas être surtout sous-traitant. Bon, voilà, c'est une possibilité qu'il faut regarder au RGPD. Voilà. Alors, effectivement, un DPO externe, ça voit des choses. Et puis, cette réglementation, elle a été faite, comme j'ai dit en introduction, pour nous tous. On a beaucoup parlé durant ces 2 années, il y a une sorte quand même un petit peu aussi de marketing de la peur qui a été mis en place sur les sanctions administratives de la CNIL. Bon, c'est quand même entre 10 et 20 sanctions par an dans les très bonnes années. C'est quand même quelques centaines de contrôles, car c'est là vraiment que la CNIL fait son office, c'est-à-dire qu'elle est le juge de la conformité, un juge entre guillemets, c'est-à-dire que les organisations, après contrôle, souvent se mettent en conformité. Donc tout ça a été fait pour nous, citoyens, les personnes concernées, et donc on a voulu avoir avec nous... Voilà, on a voulu avoir avec nous, effectivement, Odile Ambry, co-initiatrice de cette action qui se prépare, IBASTI. Voilà, moi je l'ai aussi, voilà, le petit flyer. Nos données personnelles nous appartiennent, donc si tu peux nous en dire peut-être un petit mot. Toi, tu as une vision évidemment différente des organisations, mais ta vision quand même sur cette préparation et ce qui va arriver, quoi. Oui, j'ai une vision un peu grain de sable parce que je suis ravie... depuis que je suis arrivée, d'entendre à quel point le RGPD, c'est formidable, tout le monde est ravi, c'est une opportunité merveilleuse et ça se met en place très bien. J'ai juste un mot à dire sur l'acronyme. J'aimerais savoir qui a créé cet acronyme du RGPD, parce que dès que ça arrive chez les utilisateurs, ça les rend... ça les met dans des états seconds. Bah, oui, les Américains viennent d'inventer le Cloud Act, qui est beaucoup plus joli. C'est un acronyme très élégant, on a envie d'y souscrire, alors que le RGPD, on voit arriver ça dans sa boîte aux lettres et on part en courant, en moyenne. Surtout que, effectivement, ces dernières 3 semaines, je crois que c'est la petite entreprise chauffeur privé qui a fait son marketing rigolo avec le RGPD. Ils ont envoyé un mail disant... ceci est le 498e mail que vous recevez pour mettre à jour vos données personnelles. Je ne sais pas s'ils ont eu plus de clients, mais ils ont dû faire sourire des gens qui ne comprenaient plus grand-chose à ce qu'ils recevaient effectivement dans leur boîte aux lettres. Alors, IBASTI est né en 2017. Effectivement, je souscris à peu près aux dates. Je crois que mi-2017, tout le monde s'est rendu compte que 2018 était dans 6 mois. C'est souvent le cas. Hein. On passe de 2017 à 2018 et on s'en rend compte vers le mois de juin ou en septembre en disant « mais l'année prochaine, c'est pas 2018 ». Alors, effectivement, voyant arriver le bonheur pour les utilisateurs, la protection, tout ça, on s'est dit tout ce paysage angélique, il doit y avoir des trucs quand même qui vont pas coller là-dedans. Qui vont être que les juristes et les avocats sont heureux, ils ont devant eux une manne financière et intellectuelle, je n'en doute pas un instant.
et ils vont beaucoup travailler pendant le début 2018. Et les citoyens. Alors, je reprends la remarque, pardon, je vérifie les prénoms d'Emmanuel. À ma droite, qu'est-ce qui s'est passé en 2017? L'aspect médiatique, je ne sais pas trop. Je sais ce qui s'est passé en 2018. En début de 2018, ça s'appelle Cambridge Analytica. C'est-à-dire que nous, connaisseurs fins ou moins fins, c'est moi, du sujet, on a souri quand on a vu arriver Cambridge Analytica, puisque tout le monde fait un peu d'anglais souverain ici. What else is new? Waouh, grande découverte. Seulement, médias, pas médias, le grand public, là, les gens, on ne sait pas bien qui c'est, a fait des bonds sur son siège. Et comme nous, intelligemment, on avait déjà créé Bastille, devinez quoi? Ils nous ont appelés, ils nous ont dit « Mais c'est normal, ça ?» Non, mais ça fait très longtemps que ça se pratique. Mais ton truc, là, je ne sais plus ce que c'est, tu sais, RG truc, là. Oui, RGPD. Et ça va arrêter, ça? Ah, elle est bonne, la question. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va l'arrêter. Et comme, effectivement, iBastille s'est créé dans une espèce de, à la fois, d'enthousiasme, non pas pour le RGPD, je vous rassure, mais pour l'idée qu'elle porte, que porte ce règlement, et que vous avez parfaitement décrit, donc je n'y reviens pas, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les petits grains de sable, les ovnis de la gouvernance de l'Internet, de gens qui essayent depuis 20 ans de traduire Geekland dans le grand public. Alors, iBastille, parce que quoi? Parce que avec ces scandales, avec ces volontés de réglementer, avec c'est construit une prise de conscience. Arrêtons de penser que c'est nous qui l'avons créée. Pardon. Elle est venue de ces scandales. Elle est venue, oui, de ces peurs. Pas des peurs internes du RGPD. Des peurs parce que tout ça se démultiplie et que du coup, il y a une forme d'impuissance chez les citoyens un peu conscients, bien sûr, hein, quand je dis les gens. Une espèce d'impuissance. Mais alors quoi? Je jette mon téléphone. Mais alors, je télécharge plus d'appli. Mais alors là, les trucs qui m'envoient là, il faut que je dise oui à tout. Ok, donc on a des réponses à ça. Vous n'êtes pas là pour les entendre. C'est pas la question. La question est de se dire, et si on reprenait en main ce sujet-là, si on ne le laissait pas tout le temps aux entreprises, aux avocats, je me cache, il est à ma gauche, mais il le prend bien, ou aux data scientists, ou etc., etc. Et comment on fait ça? Alors on s'est dit, déjà on se réunit avec les amis et on essaye de réfléchir à comment on fait redescendre dans l'arène citoyenne cette question des données. Parce que c'est un avenir démocratique, numérique, qui se joue là. Et je peux enlever numérique d'une certaine façon. Et je peux faire une légère parenthèse. On a parlé d'entreprise, je n'ai pas entendu parler de collectivité locale. En rien. Là où sont les citoyens qui votent. Hein? Parce que les collectivités locales, je pense qu'elles sont bien plus perdues que les entreprises et que c'est là que les citoyens vont peut-être aller demander des comptes. Aussi, ceux qui commencent à se dire, mais alors à la mairie, ils savent quoi sur moi? Ils savent combien j'ai d'enfants, ils savent si mes enfants mangent à la cantine, ils savent si ma mère reçoit des aides sociales, etc., etc. Cette parenthèse fermée, je termine sur iBastille. Donc, comment faire? Créer une action de groupe. Réflexion de l'été dernier, il faisait encore bon, c'était encore un peu calme, on pouvait imaginer des choses. Créer une action de groupe pour punir, puisqu'il paraît que pour vraiment punir des gens, il faut aller chercher dans leur poche. Et qu'effectivement, pour l'instant, quand on va chercher dans leur poche, on leur pique un pourboire au regard de leur chiffre d'affaires. Donc ça suffit, cette impunité. Une des formes de mettre fin à cette impunité, enfin c'est un peu ambitieux, mais après tout, pourquoi pas, c'est de créer cette action de groupe. Comment le faire?
On a filé la métaphore de la Révolution française. Je plaide coupable, j'aime bien cette époque, et on a inscrit le droit français dans cette époque-là. Et donc, il est temps de revenir à certains fondamentaux de ce droit français. Donc, le tiers-état numérique, je reprends l'expression de Guillaume Poupard, il disait qu'on allait pas redevenir des serfs, ça m'a réjoui. Non, mais peut-être que ce tiers-état numérique qui va progressivement recueillir des doléances auprès de gens qui, maintenant, un peu plus conscients, vont savoir de quoi ils peuvent se plaindre légitimement, où sont les problèmes, où est-ce qu'on a outrepassé les droits, où est-ce qu'on est entré dans leur vie privée pour leur rajouter ou leur enlever quelque chose. Eh bien, à ce moment-là, ces doléances, on a mis eux devant, hein, évidemment, ces doléances de Bastille vont créer, déjà j'espère, une dynamique, et on y compte beaucoup, tout le monde va en parler et va s'approprier ce terme et ce qu'il contient, et de constituer un pot commun dans lequel on remettra ça aux juristes, ils iront regarder dans les détails ce qui tient la route devant cette nouvelle réglementation. Enfin, ce qui ne tient pas la route, évidemment. Merci. Donc, je voudrais simplement rappeler que le règlement prévoit la possibilité pour les États membres de mettre dans leur législation locale une action de groupe au programme, et que, s'agissant de la France, eh bien, la loi CNIL 3, qui est actuellement au Conseil constitutionnel, puisqu'il y a un recours qui a été déposé par les sénateurs, mais qui a été voté en prévoyant la première action de groupe réparatrice, c'est-à-dire la possibilité de saisir un tribunal d'ordre judiciaire, pour demander la réparation de son préjudice lorsqu'on est une personne concernée. Cette personne concernée donnant un mandat à une association, en l'occurrence ce sera l'ISOC France, qui a plus de 5 ans d'existence, qui a les données à caractère personnel, leur défense et la défense de la vie privée à ses statuts, et donc qui va recueillir des mandats. C'est pour ça qu'il était question de doléances. Donc lorsqu'il y a des doléances, des plaintes, eh bien, ce qui va être préparé, c'est la possibilité, une fois que eh bien, une anomalie aura été identifiée, eh bien, de recueillir des mandats des personnes pour agir devant les tribunaux. Voilà. Alors, le temps passant, on va passer à la dernière question avant d'échanger. Quand même, c'est important qu'on échange tous dans la salle. Rapidement, en quelques secondes, puisque c'est le thème de la journée, est-ce que, selon vous, vous êtes toutes les trois des organisations européennes, un DPO qui agit sur le territoire européen. Est-ce que le RGPD est un outil de souveraineté numérique? Est-ce que vous le percevez comme ça? Rapidement, peut-être François-Xavier, puis on va descendre en quelques secondes. Bon, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que ça a été conçu comme ça. C'était pour emmerder les GAFAM. En fait, ce n'est pas eux qui ont été les plus ennuyés. Je pense qu'ils sont bien battus tant que ce n'était pas en place. Après, ils ont les moyens, eux, enfin, les conditions privacy de Google sont magnifiques à lire. C'est très agréable. Donc nous, on n'a pas les moyens de faire quelque chose d'aussi joli. Voilà. Ceci étant, ça a eu l'avantage d'élever le niveau de sensibilité du grand public au sujet, et donc d'être peut-être un peu plus sensible à la localisation des données, par exemple. Donc c'est clairement un point positif pour toutes les entreprises qui peuvent démontrer qu'elles localisent leurs données en Europe. Après, le Cloud Act, que je pense est également un magnifique acronyme, franchement, on peut les féliciter. Le Cloud Act nous aide aussi beaucoup pour cette histoire de sensibilisation du grand public. Personne ne sait exactement ce que c'est, on le saura bientôt si tu nous en parles. Mais en tout cas, ça a donné le signal que quelque part, on avait bien fait de mettre en place ce règlement. Voilà. Ce que je dirais aussi, c'est que ce qui peut nous aider dans cette souveraineté, c'est toutes les certifications. On a déjà des certifications de sécurité qui existent. On peut espérer qu'il y en aura au niveau européen. Là, Guillaume a parlé de passer Secnum Cloud au niveau européen, ça serait formidable. Mais également, si on peut rajouter une dimension vie privée sur ces certifications, ça serait également un plus. Voilà. Donc, bon, je pense que je très bien. Trop merci. Christina Alors, oui, avec quelques réserves ou quelques doutes, quelques risques. Premier, parce que c'est un coût d'investissement que les entreprises doivent faire aujourd'hui européennes, qui est relativement significatif.
SIA Partner indiquait que pour une grande entreprise, on était de l'ordre de 30 à 40 millions, 100 millions pour des banques. Donc ce sont des chiffres qui sont significatifs et qui sont au détriment d'investissements business qui pourraient potentiellement nous permettre de rattraper le retard qu'on peut avoir sur la partie notamment numérique. Donc là, il y a un risque. Il y a un deuxième risque par rapport aussi au ticket d'entrée. On vient de le parler. Le ticket d'entrée pour les GAFA, ils ont les moyens de se mettre au niveau. Et Facebook a annoncé suite à l'affaire que le RGPD serait appliqué au niveau mondial sur Facebook et il prendrait à chaque fois, à l'avenir, les réglementations les plus contraignantes au niveau mondial pour pouvoir mettre son niveau attendu. Le troisième risque que je vois aussi, si on veut réussir ce pari par rapport à la souveraineté et par rapport au GDPR, c'est qu'il ne faut pas que ça vienne freiner l'innovation au sein des entreprises par la peur de la sanction, par la peur de la démarche administrative que l'on peut avoir et faire que l'innovation continue à éclore au sein de nos entreprises, continue à faire des évolutions en termes d'analyse de données, de développement des usages, tout en respectant bien sûr à la fois le volet éthique et puis le volet conformité du texte et ce qu'il y a, mais il y a aussi un risque. Après, je vois aussi, j'entendais le directeur de l'ANSSI qui était content du 25 mai de pouvoir ouvrir l'ensemble de ses emails. Après, je pense qu'il y a aussi toute une part de responsabilité de l'individu, et j'entends bien les mouvements, mais je connais aussi d'autres acteurs qui ont reçu un premier mail et qui se sont dit « Ah, c'est cool, je vais voir ce qu'il en est ». Et puis au bout du deuxième, du troisième, on les a juste regardés passer. On ne les a même pas ouverts. Je dirais que pour aller plus vite, quand on a eu besoin d'utiliser Twitter ou je ne sais quelle autre application, parce qu'on avait un besoin urgentissime d'accéder à l'application, on a appuyé très très rapidement sur tous les boutons qui nous bloquaient pour pouvoir enfin accéder à l'application, le Graal absolu. Et on s'est complètement assis sur toutes les pages qui nous permettaient de pouvoir personnaliser le niveau de confidentialité et d'utilisation des données. Et donc là, je dirais, oui, si les citoyens eux-mêmes reprennent le contrôle de leurs données et ont réellement expriment jusqu'au-delà de la préoccupation, parce que le règlement a été là pour, je dirais, répondre à une préoccupation du citoyen européen, qu'au-delà de la préoccupation, on passe à des actions, puisque aujourd'hui, il y a ce point. Et puis après, je dirais que oui, potentiellement, ça peut être aussi quelque chose qui nous différencie. Si on fait l'investissement aujourd'hui en avance de phase par rapport à un alignement des réglementations mondiales, puisqu'il risque d'avoir des... Et donc cet investissement qu'on peut faire maintenant pourrait nous permettre d'avoir un temps d'avance pour pouvoir adresser d'autres marchés demain quand eux-mêmes devront se mettre en conformité. Et puis le dernier point, oui, si on est capable avec le tissu industriel français, de créer des solutions innovantes autour de la protection des données, de créer des nouveaux usages qui sont éthiques. C'est possible parce qu'on a des belles entreprises, on a des beaux acteurs de confiance sur lesquels ils peuvent aussi y voir toutes les opportunités par rapport à ce texte. Donc, avec des réserves. Bon, merci. Cédric, votre position, Orange. Oui, très clairement, pour le RGPD, c'est évidemment une opportunité au niveau européen. Déjà, ça harmonise quand même la protection des données dans le cadre européen, ce qui est déjà une grande avancée. La directive de 95 n'avait pas du tout amené à cette harmonisation, ou plutôt une harmonisation un peu par le bas. Donc le fait qu'on puisse accéder à ce marché européen de manière plutôt homogène, ça, c'est un gain énorme. Mais très clairement, le Cloud Act, à la limite, nous aide presque tout autant sur ces éléments-là. Et il ne faut surtout pas oublier qu'en fonction des services dont on parle, et typiquement nous on est dans les services cloud, et les services cloud par essence c'est plutôt international, c'est plutôt de niveau mondial, eh bien il faut que aussi on s'inscrive dans un contexte qui lui-même est international. Des législations sur la protection des données, il y en a qui sont en train de fleurir de manière régionale, il y en a beaucoup en Asie, il y en a au Vietnam, en Inde, on en retrouve même en Chine. Alors, c'est pas exactement au même niveau, mais il y en a beaucoup en Afrique aussi qui sont en train de se mettre en place. Et donc, c'est dans ce cadre-là global de mise en place de services qu'on doit s'inscrire. Guillaume Poupard disait tout à l'heure, en parlant notamment de la partie cryptographie, c'est en étant fort à la base sur certaines thématiques
qu'on arrive à discuter, voire à négocier des choses plus importantes avec nos alliés. Je pense que sur la protection des données, on rentre dans ce cadre avec le RGPD. Le RGPD positionne la barre relativement haute, donc évidemment avec un certain nombre d'obligations, un certain nombre de travaux et de coûts pour les entreprises européennes. Néanmoins, ça va nous amener à un niveau qui, derrière, va nous rendre beaucoup plus forts vis-à-vis de certains autres acteurs, pas que les acteurs américains, même s'ils sont importants. Les clouds asiatiques sont aussi extrêmement importants. Il y a des législations protectionnistes en Russie, on voit. Donc ça va nous rendre aussi très très fort, et je pense que l'enjeu, au-delà de la protection des données, c'est aussi le type de service qu'on est en mesure de fournir. C'est-à-dire que si on n'arrive pas, vous parliez d'innovation, très clairement on est dans cet enjeu-là, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à fournir des services suffisamment intéressants, suffisamment attractifs, qui évoluent en fonction des attentes, et les attentes aujourd'hui sont aussi portées par les jeunes, si on regarde les millennials, aujourd'hui c'est donc les personnes qui sont nées après 80, peu ou prou, c'est un gros 20% de la population active aujourd'hui, c'est quasiment 50% en 2035, c'est 75% de la population active en 2050. Et eux, très clairement, les millennials, leur problématique, c'est pas vraiment la protection des données. On aurait pu croire qu'ils n'étaient pas intéressés avec l'avènement de Facebook, etc. Ils ne sont pas intéressés à la protection des données. C'est pas ça. C'est qu'en fait, ils mettent plus de valeur dans le service qu'ils récupèrent que dans leurs données. Et donc, ils sont totalement prêts à partager leurs données si jamais en retour, ils ont l'impression d'avoir une création de valeur qui est plus importante. Je pense que notre enjeu au niveau européen, notamment dans l'économie numérique qu'on cherche un petit peu à relancer par le RGPD, par d'autres initiatives, il est là. Il faut qu'on arrive à construire des acteurs européens qui apportent de la valeur pour les citoyens européens, pour les citoyens mondiaux, globalement pour les entreprises et les utilisateurs. Et c'est au travers de ça, et avec des leviers comme la protection des données, comme la cybersécurité ou ce genre de choses, qu'on arrivera à faire une grande différence et à revenir dans l'économie numérique et la transformation numérique. Merci Cédric. Donc la souveraineté numérique, Emmanuel Cauvin. Sur la souveraineté numérique, clairement, on est sur un sujet politique. Bon, à la FCDP, nous sommes plutôt une association de praticiens de terrain. Donc, moi, sur ces sujets, j'écoute d'abord avec beaucoup d'intérêt les activistes, les gens qui, comme vous, Madame Ambry, prennent des initiatives et lancent des actions. Et puis, j'écoute aussi les hommes politiques. Ils sont là pour ça. Et je me souviens, lors de la dernière campagne présidentielle, d'avoir entendu un slogan, vous l'avez peut-être entendu, qui était « l'Europe qui protège ». J'ai bien entendu. Hein, alors, je pense que le candidat Macron, qui a lancé cette formule, pensait évidemment à l'espace Schengen, aux flux migratoires, c'est-à-dire les gens qui rentrent. Eh bien, moi, je pense que l'Europe qui protège, ça doit être aussi le RGPD. C'est aussi une affaire de flux. Alors, là, évidemment, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas les gens qui rentrent, c'est les données qui sortent. Alors, dans un cas comme dans l'autre, je me réfère à ce que disait Guillaume Poupard, il ne s'agit pas de bloquer, d'empêcher, hein, ni les flux migratoires, ni les flux de données qui rentrent, ni les flux de données qui sortent. Mais l'idée de limiter et de contrôler les données qui sortent, c'est notre sujet, ça me semble tout à fait rentrer dans ce beau slogan qui était l'Europe qui protège. Malheureusement, j'ai le sentiment que la CNIL n'a pas les mêmes moyens que la police aux frontières. Bon, on a malheureusement tous les ans ce refrain de la CNIL qui regrette un petit peu d'avoir des moyens limités. Mais voilà, moi j'ai retenu l'Europe qui protège et j'aimerais bien qu'à l'avenir, les hommes politiques fassent rentrer le RGPD dans cette belle formule. Merci. On va passer donc aux questions en 2 minutes. Peut-être tu veux peut-être dire un mot sur... mais on peut peut-être préparer déjà le micro qui tourne. Et donc, si des personnes veulent lever la main, Odile, tu veux dire un mot? Juste un mot sur... il y a plusieurs aspects d'Henri Bastille. Celui qui me tient à cœur, puisque je ne suis pas juriste et dans l'action de groupe. Ce qui me tient à cœur, c'est, et je rebondis sur ce que vient de dire Emmanuel, c'est de sensibiliser la classe politique française partout à ces enjeux-là. C'est compliqué à faire peut-être, c'est peut-être plus facile sur la citoyenneté numérique qu'avec les acronymes à foison dont personne ne comprend grand-chose. Et nous, avec Ibastille, on va s'atteler dans les mois à venir avec les doléances, avec des réunions
avec des interventions en Europe. Je vais aller à Helsinki, en Finlande, où il va y avoir un très grand rendez-vous sur la donnée citoyenne. Et c'est comme ça aussi qu'on va peut-être soutenir d'autres efforts. Je déteste le terme évangéliser, donc je ne l'ai pas employé, vous ne l'avez pas entendu, mais il est temps de faire descendre ces enjeux et de les rendre un peu plus clairs et lisibles. Merci. Alors, il y a une première question, donc simplement peut-être nom, prénom, et si vous êtes là pour le compte d'une organisation, peut-être vous présenter en 2 secondes. Moi, j'ai un nom facile, c'est Hirondelle, mais ce n'est pas la saison aujourd'hui. Pourquoi pas? La société d'Atexis, on est dans la qualité des données, on est en première ligne sur la RGPD. On a organisé une conférence avec OVH et Quant le 22 mars sur la souveraineté numérique, et je suis ravi qu'il y ait d'autres initiatives, y compris à l'école militaire que j'affectionne. Nous avons perdu la guerre. L'Europe ne protège pas ses citoyens. Le RGPD est mort le 25 mai minuit. Vous avez un compte Twitter. Vous essayez de vous connecter sur le compte Twitter. Si vous voulez accéder à vos données et compte Twitter, il faut accepter le Privacy Shield. Donc en gros, un citoyen français doit prendre un avocat américain dans la Silicon Valley pour défendre ses droits face à une justice américaine, et sachant que je suis un simple citoyen américain. Nous avons 38 millions d'utilisateurs en France de réseaux sociaux, tous en Privacy Shield, tous en Cloud Act. Comment pouvons-nous défendre les droits, puisque maintenant, nous pouvons, si on n'accepte pas, on n'a plus accès. Facebook a fait la même chose. Aujourd'hui, vous voulez accéder à votre compte Facebook, il faut accepter. Donc j'ai très peur que des adultes et des enfants et des adolescents, Snapchat, Instagram, ont tous accepté le Privacy Shield. Qu'est-ce que fait l'Europe? Qu'est-ce que fait le gouvernement? Et maintenant, moi j'ai une solution, je ne suis pas là pour faire des problèmes, je rejoins l'initiative e-Bastille. Qu'est-ce qui empêche le président de la République d'envoyer un email aux 5 millions de fonctionnaires, aux grandes entreprises de plus de 5000 salariés, privés ou publics? Messieurs, utilisez tous Quant, prévenez vos familles, parce que Quant paie ses impôts en France. Quant collecte de la TVA en France. J'ai un scoop à vous donner. Regardez une facture Google AdWords que reçoit une PME de 3 millions d'euros. D'abord, 30% du chèque que fait la PME pour vendre de l'ingénierie sur Internet, c'est juste racheter son propre nom. 22 000 euros par mois. Et sur 22 000 euros par mois, c'est 30% pour acheter son propre nom. Et tenez-vous bien, il y a 0 € de TVA collecté. Donc, toutes les grandes entreprises publiques et privées, ils achètent des solutions franco-européennes pour avoir nos propres champions. Si les Chinois ont bien joué, c'est qu'ils ont protégé leur marché. Apple doit mettre son cloud sur un hébergeur en Chine. Et deuxième solution, deux autres solutions. Small Business Act, est-ce que c'est un gros mot en Europe? La réponse est non, sinon il n'y aura jamais de GAFAM. Et troisième solution, et ça je suis porteur de cette solution, 2/3 des accès à Internet se font par maintenant smartphone et tablette. Nous lançons le projet ILO, 2E Hello, vous pouvez vous connecter. Et moi j'ai besoin de commandes publiques pour avoir un OS indépendant de Google, parce que je vous signale que Google, même si vous enlevez votre SIM de votre Android, même si vous désactivez le GPS, 1 giga de données seront remontées. C'est un scandale en Australie. Donc soit on favorise nos champions par la commande publique et privée, et on essaie d'alerter le grand public qu'il ne faut pas laisser ses enfants utiliser des applications qui ne respectent pas la GRPD. Et nous, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut pourquoi créer un label. Donc pour l'instant, parlons des solutions. Non, ok. Alors il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Ça a l'air de plaire. Il y a un niveau politique, vous avez raison, qui est évident et qui ne nous appartient pas aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose rapidement sur cette question? Cédric, 30 secondes. Je pense qu'il y a 2 sujets là-dedans. Fondamentalement, oui, promouvoir les solutions européennes, c'est essentiel. Promouvoir les solutions nationales, c'est essentiel. Mais ça présuppose très clairement qu'on ait un focus très fort sur le niveau de service qu'on rend. Il est illusoire d'imaginer qu'on va remplacer les Twitter, Facebook ou autres services. L'intelligence artificielle, c'est le prochain combat qui est déjà en train de se mener depuis 2 ans. Et les moteurs, c'est Watson, c'est le moteur de Google. Voilà, au niveau d'Orange, on a au niveau des Orange Labs mis en œuvre avec nos ressources le moteur de Jingo, ou même des moteurs de chatbot, ce genre de choses. Mais ça présuppose très clairement qu'on ait un niveau de recherche, d'implication et de mobilisation, et pas que de la puissance publique. Je ne crois pas un seul instant que dans les services numériques, la puissance publique puisse financer ce genre de choses. En revanche, c'est un phare. C'est-à-dire que globalement, le fait que la puissance publique donne ou pas tel message,
c'est effectivement un élément extrêmement important qui permet de suivre. Donc il faut travailler sur l'ensemble des aspects, mais vraiment au cœur, au-delà des législations ou des obligations qu'on pourrait se faire, il y a le niveau de service qu'on est capable de rendre. Et ça, c'est la qualité des entreprises européennes et ce sont les différents services qu'on met en place qui doivent le témoigner, sinon ça ne marchera jamais. Oui, alors je précise que chez Exatrust, c'est un des sujets à la commande publique. Je dirais qu'à qualité égale, à prix égal, nous veillons, et Jean de Galzin en tête, à ce que la commande publique s'oriente quand même vers les offres européennes. Voilà, une deuxième question, et avec un petit témoignage. Moi, j'étais avocat pendant 10 ans dans Roland Moreno, l'inventeur de la carte à puce, et alors qu'elle faisait l'unanimité en termes de technologie, en termes d'usage, c'est une invention qui n'est pas arrivée aux États-Unis très facilement, parce que not made here. Donc, quand on sait, enfin, je veux dire, certains qui nous vendent le libéralisme, etc., savent aussi se protéger, il faut s'en rappeler. Oui. Lazarov Isachovitch, retraité et membre de CLUSIF. J'ai plusieurs questions, mais la plus importante, c'est le rapport entre RGDP et Open Data. Avant de prendre ma retraite, j'étais responsable de sécurité de l'assurance maladie. J'ai une idée de la quantité de millions qui a dû investir l'assurance maladie pour pouvoir mettre les données de santé en Open Data, pour qu'ils ne se promènent pas partout. Il y a la dame de Bastille qui, avec beaucoup de raisons, a mentionné les mairies, les départements, tous ces endroits où nos données sont là-dedans. La question, c'est comment on protège ça. Je sais que dans les règles d'Open Data, on a des trucs à dormir debout sur la protection des données personnelles. Concrètement, comment on fait? Ça, c'est une. La deuxième, et je voulais introduire le sujet, celui qui a posé la question avant moi l'a posé aussi. Il y a un problème plutôt que d'être souverain parce que l'État l'exige, et Guillaume l'a bien mentionné, d'être souverain parce qu'on fait aussi des bons produits. Je crois que la démarche Exatrust, c'est une bonne démarche, c'est regroupé parce que sinon, on a d'un côté un monstre américain et à l'autre côté les petits inventaires français. C'est difficile pour un RSSI d'en faire les choix. Maintenant, il y a aussi une question de mentalité qu'il faut changer. Un RSSI, un CIO américain aime l'innovation, il va prendre un certain risque. En France, on est extrêmement conservatif et je peux vous faire la liste de toutes les inventions françaises qui ont fini par être écrasées par les Américains simplement parce qu'en tant que client, nous, les RSSI, on n'a pas eu l'audace de jouer français bon, mais en développement par rapport aux monstres américains. Et là, il n'y a pas ni d'ordre, ni de solutions industrielles. Il y a une révolution culturelle par rapport à l'innovation à faire dans les entreprises, merci, à mon avis. Très bien, merci. Donc, est-ce qu'il y a une toute dernière question avant la pause? Oui, monsieur. Jean-Jacques Urban, retraité du groupe PSA Peugeot Citroën. J'ai cru comprendre que dans la législation, il devait y avoir des conditions exprimées de telle sorte qu'elles soient compréhensibles par chacun. Moi, j'ai essayé de regrouper dans un seul Word les conditions générales de Google. Je n'y suis pas arrivé. Alors, comme je ne suis ni sur Facebook ni sur Twitter, je vais continuer à essayer d'avoir un document avec l'ensemble des renvois qui sont dans les conditions générales de Google, dont je suis quasiment obligatoirement utilisateur, non pas par Google, accessoirement, mais par YouTube, qui est un des services de Google. D'où ma question, est-ce que l'on ne pourrait pas faire œuvre d'un petit peu d'intelligence collective en regroupant dans un endroit bien identifié
ces synthèses des conditions générales que nous sommes censés respecter. Et comme j'ai compris aussi que dans le RGPD, on pouvait normalement réviser les approbations que l'on avait données, il serait ainsi assez facile de donner à chacun d'entre nous la façon de remettre à jour les données justes nécessaires dont nous avons besoin pour utiliser quelques services. Qu'en pensez-vous? Merci. Emmanuel, si tu veux peut-être dire un mot là-dessus. D'abord, vous avez bien sûr entièrement raison. Il me semble qu'il y a eu en 2014, janvier 2014, une décision de la CNIL sur le caractère illisible et incompréhensible des conditions de Google. Bon, cette décision n'a pas forcément été suivie des faits, hein, ça je suis d'accord avec vous, mais sinon, moi sur l'idée, peut-être que Ibasti pourrait imaginer quelque chose là-dessus, sur l'idée de faire un pool documentaire qui informe réellement les gens sur ce qui se passe, ce qu'on peut savoir en tout cas de ce qui se passe derrière le rideau Google et derrière le rideau Facebook, ça me semble juste une très bonne idée. Mais il y a une décision de la CNIL. Exactement. C'est souvent notre problème, c'est qu'on fait des lois, on ne les applique pas. Donc je suis d'accord. Donc juste un mot sur cette question et sur vos remarques extrêmement intéressantes, parce que les données de l'assurance maladie, c'est quand même des données très, très, très personnelles. C'est des données de l'intime et on n'a pas trop envie, pardon Christina, qu'il y ait des données intimes qui se promènent chez les banquiers ou chez les assureurs, ou etc., etc. Donc je crois que le boulot qu'on a envie de faire à Ibasti, il n'y a pas que nous, hein, doit continuer à se faire, ce contre-feu citoyen. Il est compliqué à monter, mais il doit exister. Sur les conditions générales d'utilisation, c'est pas que je vais impliquer des gens ici, mais demain soir, tout près de Bastille, parce qu'on maintenant on aime bien ce quartier, au 100 rue de Charenton, l'ISOC France annonce la fin de 2 ans de travail sur les CGU, les conditions générales d'utilisation. Donc un groupe de juristes, j'ai pas trop suivi, mais demain ils le sortent. Et je me fais un tout petit peu de pub sur un sujet. C'est que demain, je ne serai pas au titre d'Ibasti, je change de casquette et je vais animer un groupe de réflexion sur la souveraineté numérique en Afrique avec l'AFNIC, qui est donc le gestionnaire du .fr. On travaille sur ce sujet depuis 4 ans et demain, on va en parler un peu et essayer de regarder RGPD, souveraineté numérique. Donc n'hésitez pas. Oui, alors je crois que le système de l'ISOC qui est mis en place, c'est de mettre en place une signalétique simplifiée qui permette une sorte de post-it qu'on poserait sur des conditions générales d'utilisation qui permettent aux utilisateurs, avant de les approuver, d'accéder rapidement aux informations les plus importantes. Voilà, donc cette table ronde est maintenant terminée. Bon, c'était un point d'étape qu'on souhaitait faire avec un panel de personnes très large et je crois que, j'espère que cela aura été l'objectif. L'objectif aura été rempli et nous avons maintenant une petite dizaine de minutes de pause avec une pause café qui est offerte dans le pavillon d'à côté. On se retrouve donc ici dans 15 minutes. Merci, à tout de suite.